Bonsoir, bienvenue sur BTLV TV pour un nouveau numéro de Bob vous dit toute la vérité version télé. On va se poser des questions. Notre passé existe-t-il toujours? Peut-on changer notre futur? Avons-nous un double quelque part? Voilà bien des questions qui peuvent donner mal à la tête. Heureusement, certains trouvent des réponses. C'est le cas de Jean-Pierre Garnier-Mallet, physicien, titulaire d'un doctorat de la mécanique des fluides, auteur de Changer votre futur par les ouvertures temporelles ou de Le double, comment ça marche aux éditions Le Temps Présent. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Ravi d'être là. Bah écoutez, on a fait beaucoup d'émissions de radio ensemble. Cette fois-ci, on va faire de la télévision. En plus du son, il y a l'image. Et merci parce que je sais que vous venez de Normandie. Vous m'avez dit qu'il faisait beau alors qu'ici, il fait un temps de chien. Dans tous les cas, on va évoquer donc toutes ces questions que suscite le temps finalement. Parce que ici, on m'a dit, je crois que c'est Jean-Pierre Luminet qui me disait, le jour où on aura compris le temps, on aura tout compris. C'est un peu ça, c'est vrai? C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Mais j'ai un mal fou à faire comprendre à la science dominante. Il y a des retards. J'ai découvert ça en 88 quand même. Je croyais qu'en 90, ça y est, tout le monde aurait sauté à pieds joints dedans. C'était l'idée de réunir l'infiniment grand à l'infiniment petit. Vous savez qu'en mécanique, vous avez la mécanique de l'infiniment grand, avec tout ce qu'on sait, c'est assez pointu, et la mécanique de l'infiniment petit, qu'on appelle mécanique du quanta, de la mécanique quantique, et il n'y a pas de lien. Curieusement, pour définir la mécanique quantique, on a des probabilités, des fonctions d'onde, comme si il y avait un ordre sous-jacent par statistique, alors que dans l'infiniment grand, c'est totalement différent. Comment réunir cela? Eh bien, c'est tout simple, c'est un mouvement de dédoublement et qui fonctionne à des temps différents avec des observateurs qui perçoivent le temps de façon différente. Voilà l'idée maîtresse. Ensuite, évidemment, il a fallu mettre ce mouvement en équation, expliquer tout ça, comment ça fonctionnait. Donc ça m'a pris à peu près 2 ans, 88 à 90. Et ensuite, j'ai essayé de faire publier ça par des revues à référer, évidemment. C'est parti en 95. Et sincèrement, je pensais qu'en 96-97, ça allait être une révolution. Bien sûr. Ben, pas du tout, parce que les gens sont frileux, très frileux, surtout quand on touche à l'essentiel qui concerne l'homme dans l'univers. Parce que voilà une idée très forte de la théorie du dédoublement, c'est que vous êtes à la fois dans 2 temps en même temps. Mais vous ne percevez pas cet écoulement du temps de la même façon. Mais c'est ça qui est complexe. Voilà, la difficulté est là. Mais pour qu'il y ait une liberté apparente de notre vie au quotidien, il faut que ce dédoublement n'apparaisse pas. Donc il faut qu'il y ait dans notre temps des temps imperceptibles et que ces temps imperceptibles, je puisse y pénétrer en changeant ma perception du temps. C'est là où on rejoint le principe d'Heisenberg, un principe physique très connu, où dans un temps nul, je peux avoir une énergie infinie. Enfin, je simplifie un peu. Mais ce principe d'Heisenberg, bon, on l'applique dans les particules, mais pourquoi nous, qui sommes un assemblage de particules, nous n'aurions pas la capacité de changer de perception du temps, en fait, pour pouvoir étudier dans les détails, en faire l'analyse d'une situation nouvelle, pour en tirer la synthèse et revenir dans notre temps en ayant tout simplement une intuition. Voilà l'idée maîtresse. Alors, retrouver dans l'infiniment grand exactement les mêmes lois que dans l'infiniment petit, grâce à un mouvement de dédoublement qu'on retrouve aussi bien dans notre ADN que dans le mouvement du système solaire, que dans les mouvements galactiques, que dans le mouvement de l'univers. Enfin, on retrouve le dédoublement de l'univers. Et maintenant, ça y est, on commence à parler du dédoublement de l'univers. Tout ça fait que 20 ans, 25 ans après, il n'y a que quelques scientifiques. Là, je vais d'ailleurs aller à un congrès pour toucher des scientifiques de haut niveau qui s'intéressent à ces histoires-là. Pourquoi? Mais regardez une chose très simple. L'eau a une structure tétraédrique. Et si vous utilisez les tétraèdres dans des icosaèdres, ça loge. Ensuite, vous utilisez des icosaèdres dans des dodécaèdres, ça loge encore, c'est parfait. Donc ça veut dire que l'information de l'eau peut se retrouver dans une information dodécaédrique. Or, la diffusion de l'information fossile de l'univers
et dodécaédrique. Justement, Jean-Pierre Luminet, dont vous me parliez tout à l'heure, a mis ça en évidence avec des astrophysiciens américains. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous recevons une information dont la topologie est dodécaédrique. Or, l'eau a une propriété essentielle, par son tétraèdre, enfin par la molécule d'eau qui est tétraédrique, H2O, de se loger dans des dodécaèdres. Ça veut dire que là où nous vivons actuellement un cycle de dédoublement du temps qui se termine, des expériences solaires m'ont permis de justifier cette fin, l'eau de notre corps reçoit des informations par ce système tout simple, qui est un système topologique simple. Le premier à avoir parlé de ça était Poincaré. La relativité du temps d'Einstein se retrouve dans le dédoublement. On retrouve le lien entre la mécanique de l'infiniment petit et la mécanique de l'infiniment grand. Tout ça pour quoi faire? Pour vivre, évidemment. On peut parler scientifiquement, on peut aligner les équations, aligner tout ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est à quoi ça sert? Oui, le sens de la vie, en fait. Ça change la vie. Ouais. Alors, la difficulté, c'est que comme ça change la vie, comme ça change le quotidien, comme ça change la notion de perception du temps, il y a des scientifiques qui sont très frileux, là. Parce que ça met en l'air pas mal de communication scientifique. Alors, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre, j'ai un double, vous avez un double quelque part? Oui. D'accord. C'est moi dans un autre temps. D'accord. Est-ce que l'autre a conscience d'avoir un double aussi, comme nous l'avons là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons, on pourrait dire ça un peu, de façon un peu plus poétique, nous vivons dans les rêves de notre double, qui n'a pas le temps de percevoir notre vie. D'accord. Mais par contre, par des échanges d'informations, parce que nous avons la possibilité d'échanger d'informations, c'est là l'intérêt du dédoublement. Nous pouvons avoir des solutions à nos problèmes dans un temps très court. Et le mouvement de dédoublement permet aussi l'anticipation. C'est surtout ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a mis en évidence le fait que nous recevions des informations 0,5 secondes en moyenne avant d'en avoir conscience. Ouais. Ces 0,5 secondes là, ça signifie que je peux poser une question dans un temps non perceptible, Et comment un faire? temps inconscient. Et comment faire? J'ai envie de quelque chose, je ne sais pas encore que j'ai envie de ça, que déjà, dans un autre temps, c'est développer toutes les conséquences. Donc il y a une interaction entre le double et nous. Oui, bien sûr. Fatalement. Fatalement. Ah bah oui, parce que si on se coupe de notre double, on vit très mal. D'accord. On vit très mal. Et comme les gens, justement, ignorent ce double-là, ils prennent n'importe quelle information, parce que c'est une énergie universelle qui nous est transmise. Alors quand on parle de temps, quand on parle d'univers, on en vient à la physique quantique. C'est-à-dire que la physique quantique, c'est le grand mot. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, peu sont capables de l'expliquer véritablement. Écoute, rien que le mot rentre dans le... La physique quantique, ça vient du quanta d'énergie. L'énergie n'est pas distribuée de façon continue, mais par des quantas. Et ces quantas d'énergie supposent justement qu'entre deux quantas, il n'y a rien. Et c'est ce rien qui est très intéressant. Parce que aussi, dans la physique d'un infiniment petit, on sait qu'une particule qui dispose d'un temps nul a une énergie infinie. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est qu'un temps nul? C'est un temps quasi nul. Mais ce temps quasi nul, à quoi il sert pour avoir une énergie infinie? S'il était vraiment nul, l'énergie ne sert à rien. Par contre, un temps quasi nul avec une énergie infinie, alors on comprend que cette mécanique qui installe des quantas d'énergie puisse avoir dans ses trous des ouvertures temporelles, une autre perception du temps, et que cette énergie colossale permet à la particule d'aller chercher des informations dans un temps complètement différent d'une autre. Alors je vous poserai une question tout à l'heure, juste après celle qu'on a posée à nos concitoyens. Mathieu Allouche est allé vous rendre visite et vous a posé cette question. Qu'est-ce que la physique quantique pour vous? Écoutez les réponses, on se retrouve juste après. C'est le chapitre de la rentrée en prépa. Alors la physique quantique, ça va toucher à tout ce qui est la matière et autres. L'univers peut-être. La physique quantique, ça ne me dit rien du tout. La physique quantique, c'est tout le monde grec. Plus particulièrement les dieux. Pour moi, c'est ça, la physique quantique. Bon, on voit que là, quand même, les gens ne savent pas véritablement ce que c'est la physique quantique. Alors, le dernier, c'est assez marrant parce que, bon, c'est la physique des dieux. Quoi qu'il n'a pas tout à fait tort, hein, finalement. C'est un peu la... Mais puisqu'on en revient à Dieu, puisque ce monsieur me tend la perche,
Est-ce que, je vous écoute là depuis 5 minutes, les 5 premières minutes, je me dis que tout cela, c'est comme s'il y avait une règle qui avait été établie, comme si un programme avait été établi. C'est un peu le sens de la vie, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ça a été écrit par hasard ou que ça s'est créé par hasard ou il y a quelqu'un derrière tout cela? Il y a forcément une intelligence initiale. Le problème, c'est que si l'homme veut avoir un Dieu, c'est un Dieu mystérieux, c'est un Dieu basé sur des postulats. Là, vous avez une logique très simple, à savoir que je veux connaître le futur avant de le vivre, pour pouvoir choisir mon futur, mais je ne veux pas connaître le futur exactement tel qu'il est, parce que vivre 2 fois le futur, ça sert strictement à rien. Le problème est d'avoir un dédoublement à plusieurs niveaux, qui fait que le premier dédoublement que j'ai me permet d'analyser une situation dans un temps que je ne connais pas, et cette réalité qui analyse le futur va à son tour se poser des questions en fonction justement de la donnée que je lui donne. Elle a le temps de se répondre, de se poser d'autres questions, et ainsi de suite. Donc une cause fait un effet, cet effet devient une cause, qui devient un effet, qui devient une autre cause, et finalement j'ai la 1000e cause en moi en 0,5 secondes. Je n'ai pas du tout fait l'analyse. Donc pour moi, ce dernier effet est pour moi une intuition, une anticipation, une prémonition. Vous dites que l'intuition, justement, c'est mémoriser un futur pour l'éviter ou le vivre. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que si je vois un futur avant de le vivre, c'est surtout pour l'éviter. Parce que c'est... Sauf s'il est bon. Sauf s'il est bon. Alors, le problème est justement de savoir fabriquer des bons futurs. Mais est-ce qu'on peut le fabriquer, notre futur? Bien sûr, chaque particule, chaque être fabrique son futur avant de le vivre. Seulement dans un temps qu'il ne perçoit pas. C'est-à-dire qu'il n'en a que la synthèse de tout ça. Il n'en a pas conscience totalement, c'est ça? Ah non, du tout. D'accord. Du tout, parce que c'est la nouveauté, si vous voulez, du dédoublement du temps, c'est que nous vivons dans 3 temps à la fois. Il faut avoir sa propre anticipation, et nous vivons l'anticipation d'un autre nous-mêmes. Ce qui fait que par échange d'informations, qui se passe dans le sommeil paradoxal, où nous utilisons cette partie du sommeil, justement, qu'on ne comprend pas au niveau médical, qui est très très important. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là derrière, il y a surtout un lien physique entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Si vous voulez imaginer un mouvement qui est une courbe, et vous prenez un point de la courbe, ce petit point de la courbe, vous le grossissez, vous le dilatez, et qu'est-ce que vous trouvez? La courbe. Mais dans un temps, pour celui qui voit la grande courbe, qui n'existe pas du tout. Ça veut dire que chaque point de la courbe peut faire ce que la grande courbe fait. Alors vous voyez que l'univers, qui est absolument gigantesque, et la particule qui est infiniment petite, se retrouvent dans un même mouvement, mais un mouvement où le temps est une variable. C'est-à-dire que la particule a un temps très rapide d'observation. Il faut que je ralentisse mon temps d'observation pour observer le même mouvement dans l'univers. Imaginez que je ralentisse mon temps d'observation. L'univers devient un brouillard. Le mouvement très lent des galaxies ou des étoiles devient des mouvements très rapides. Si 1 seconde, c'est 25 000 ans. Regardez le temps du Big Bang, qu'on commence d'ailleurs à ne plus appeler le Big Bang, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes là. 10 puissance moins 33 secondes, moins 43 secondes, pardon, peut représenter des millénaires. C'est compliqué. Non, mais ça veut dire que si j'observe, imaginez que j'observe 1000 ans en 1 seconde. Là, on retrouve la Bible au passage. Que 1000 ans sont à tes yeux comme un jour, qui est aussi dans le Coran. C'est des phrases scientifiques, c'est des phrases religieuses. Qu'est-ce que c'est? Comment les anciens savaient ça? C'est ça. Le problème, c'est que j'ai pu retrouver, par le mouvement de dédoublement, des points de passage obligés des particules. Si on fait la visualisation en 3D de ces points de passage obligés, j'en trouve 27. Et ces 27 représentent exactement les lettres grecques. Ça m'a permis de retrouver les lettres manquantes de l'alphabet actuel, qui a 24 lettres. Grâce à particules, j'ai retrouvé 3 lettres supplémentaires. Et en cherchant dans le grec ancien, ces 3 lettres étaient l'épisémon, le kopa et le sampi.
Je me suis dit, mais alors, il connaissait le mouvement de dédoublement, c'est bien longtemps avant Jésus-Christ. Ouais. Et Pythagore, le théorème de Pythagore se démontre en 3 minutes, sans trigonométrie avec le dédoublement du temps. Vous vous rendez compte? Ouais. Alors, moi, en retrouvant ça en 1988, ça me tombe un peu du ciel, cette intuition. Ouais. Mais finalement, je me dis, cette intuition, puisque tu l'as définie comme étant un temps qui pour toi est nul, mais que tu as le temps, dans un autre temps, de faire des tas de choses. Si j'arrive à me rappeler de ce que je peux faire dans un autre temps, alors on explique les intuitions, on explique les prémonitions, on explique les dangers. Et voir le danger avant de le vivre, c'est le changer. Votre double, notre double, mon double, il vit des choses avant ou après moi? Là, le phénomène, il y a un phénomène cyclique. En ce moment, notre double vit dans un temps qui pour nous est ralenti. D'accord. C'est-à-dire, nous avons le temps de faire des tas de choses que lui n'a pas le temps de faire. Il n'est que la synthèse. La synthèse, c'est-à-dire une ouverture temporelle imperceptible chez lui, j'appelle l'ouverture temporelle le temps imperceptible. D'accord. Le temps imperceptible chez lui se calcule chez nous et donne 2 jours 75. Notre temps imperceptible chez nous se calcule, un calcul simple, qui est publié et tout, et nous donne 39 jours 25. Ce 39 jours 25, on le retrouve également au niveau d'une grossesse qui fait 7 fois 39 jours 25. D'accord. Tout ça, c'est comment dire, mathématique. Nous vivons absolument hors du hasard, mais dans un hasard apparent, parce que justement, nous n'avons pas le temps de comprendre ce que nous comprenons dans un autre temps. Jean-Pierre Garnier-Mallet, le temps est quelque chose qui fascine depuis toujours, et notamment Hollywood. Pourquoi Hollywood? Parce que peut-être que certains sont initiés, comme on dit, et souvent Hollywood se permet d'avoir des physiciens ou des chercheurs en tant que consultants. J'en veux pour preuve cette série que vous avez dû certainement voir dans les années 60-70, qui s'appelait Au cœur du temps. Et regardez le générique. Alors, la qualité n'est pas terrible parce que, bien sûr, ça vient tout droit des années 60, mais regardez, c'était une série succulente, Au cœur du temps. Au cœur du temps, magnifique série, je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. Voilà, c'était ces 2 scientifiques qui partaient aussi bien dans le passé que dans le futur. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on va pouvoir, d'après vous, un jour, aller dans le passé ou aller dans le futur? Mais c'est là, justement, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas parce que dans notre réalité, nous pouvons changer de réalité et revenir avec les informations de cette autre réalité, mais nous revenons toujours après être partis. D'accord. Et comme nous pouvons partir dans un temps imperceptible, nous ne savons même pas que nous partons, puisque nous revenons dans ce même temps imperceptible. Et nous avons le temps, dans ce temps imperceptible, de changer de perception du temps et d'avoir un temps fou devant nous, qui nous permet d'avoir une expérience, de changer justement notre mentalité en fonction de cette expérience. Ce temps imperceptible, c'est ce que nous vivons au quotidien, en fait. Ah, nous en avons tout le temps. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que maintenant, à la fin du cycle des temps, les temps imperceptibles sont tout le temps. D'accord. Ce qui fait que... Ça a changé? C'est-à-dire qu'en fait, ça a évolué? Ah oui, parce que le cycle de dédoublement du temps est de 25 920 ans, et pendant le cycle, ces ouvertures temporelles qui laissent passer les informations sont plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées, en fonction du mouvement des planètes. On rejoint là, d'ailleurs, l'astrologie qui nous donne des fréquences d'informations. Or, à la fin du cycle des temps, qui est actuel, là, nous vivons la transition entre 2 cycles, toutes les informations sont disponibles. Ce qui, d'ailleurs, explique le fait que la science progresse à pas de géant, la technologie également. Vous voyez, c'est une explosion solaire de 1989, qui a déclenché cette période de transition. Et nous voyons que depuis 1989, toute la science a une progression phénoménale. Phénoménale. Et bien, le problème, c'est que nous recevons tellement d'informations que nous pouvons faire des tas et des tas de choses. Nous partons dans toutes les directions, mais nous avons oublié une chose essentielle que justement connaissaient nos lointains ancêtres, c'est que nous vivons dans 2 temps différents et qu'il faut savoir utiliser ces 2 temps pour vivre, parce que sinon on ne sait pas pourquoi on vit. Jean-Pierre Garnier-Mallet, quand on va mourir, qu'est-ce qui va se passer avec ces informations-là? Est-ce que finalement, l'un va rejoindre l'autre temps, ou les 2, le double meurt aussi, etc.? Non, le double, c'est heureusement pour nous, c'est notre partie éternelle.
D'accord. Ce qui fait que là, nous sommes dédoublés, mais dans un corps mortel, et nous sommes en train d'essayer de résoudre justement ce problème de mortalité. Car le but du dédoublement est justement d'ignorer la mortalité. Nous sommes dans... Là, ça nécessiterait énormément... Réinvitez-moi pour ça, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour ça. Mais nous vivons, si vous voulez, dans un temps qui ne permet pas d'avoir les solutions à nos problèmes. Parce que il faut bien comprendre que quand vous pensez quelque chose, dans un temps imperceptible, toute la conséquence de cette pensée est faite dans un autre temps. Comme personne ne surveille ses pensées, car personne ne surveille ses pensées, on peut dire que on fabrique un potentiel seulement, dramatique. Et de temps en temps, on récupère ce potentiel. Et ce qui fait que sur Terre, nous avons du chaos pas croyable. Si nous arrivons à comprendre comment marche le mécanisme du dédoublement, nous pouvons toujours prévoir le danger avant de le vivre. Et de ce fait, l'annihiler. Bien sûr. Parce que... ça veut dire que ça change tout, ça. Mais voir le futur avant de le vivre, c'est pas du tout pour le vivre. Regardez. C'est pour l'éviter. À l'heure actuelle, les voyants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, il va arriver ci, il va arriver ça. Évitez-le. Ils le fabriquent. Non, mais simplement, le fait de le dire le fabrique. Ensuite, les gens vont le vivre et dire, la voyance était merveilleuse. Tandis que si on voit un danger et qu'on sait que c'est un danger, on peut changer sa pensée pour justement modifier ce danger de façon qu'on ne puisse plus vivre cela. C'est ça qu'il faut faire connaître. Alors évidemment, ça touche à des problèmes qui, d'apparence, ne sont pas d'apparence scientifique. C'est totalement scientifique, ce dédoublement. Oui, mais c'est pour ça que la science ne veut pas y aller dessus. Ah oui, mais regardez, parce qu'il y a un côté philosophique, un côté religieux, il y a un côté... On voit ça sur les particules. On voit que les particules... l'intrication des particules... L'intrication des particules ça, c'est un truc est de dingue évidente. aussi. Il n'y a plus personne... En 88, quand j'ai commencé, là, l'intrication n'existe pas. Les vitesses superlumineuses n'étaient même pas envisagées. D'accord. Et Alain Aspect, en 82, avait découvert qu'il y avait des vitesses d'information superlumineuses. Il vient d'avoir le prix Nobel, il y a simplement... non, c'est même pas le prix Nobel, d'ailleurs, c'est une récompense. Il y a 4 ans, je crois, parce que vous avez 2 autres scientifiques, Nicolas Giza et Suarez, qui ont montré qu'il y avait des vitesses d'information supérieures à la vitesse de la lumière. D'où superlumineuse. Et qui permet justement cet échange. La théorie du dédoublement, d'ailleurs, calcule ces vitesses, qui ne sont pas des vitesses infinies, puisque la plus grande vitesse est de 857 milliards de kilomètres par seconde. Ah, ça fait beaucoup quand même. Ça fait quand même 30 millions de fois la vitesse de la lumière. Ce qui permet justement d'envoyer une information à une vitesse telle qu'elle vous revient avant même que vous sachiez qu'elle est partie. Et c'est là, justement, dans des films de science-fiction comme... Interstellar, là. On en passera la bande-annonce tout à l'heure. Le problème est que vous voyez quelqu'un partir, il revient avant d'être parti. Et parce qu'il ne veut plus partir. Bien sûr. Et il essaye de prévenir les gens pour ne plus partir. Mais en fait, il revient avant d'être parti. Ça, ce n'est pas possible scientifiquement. D'accord. Alors, vous parlez d'Interstellar, on va regarder la bande-annonce parce que moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Vous me direz ce qui cloche finalement dans ce film Interstellar. La phrase magnifique, c'est « On trouvera un moyen, on a toujours trouvé ». Là, on voit bien qu'on est dans le catastrophisme. La Terre est au bout de son système et on envoie des astronautes, des héros, finalement, partir à la recherche d'un autre îlot, finalement, de vie. On fait référence aux jumeaux de Langevin dans ce film-là. C'est-à-dire que les gens qui partent reviennent plus vieux que ceux qui sont... Enfin, moins vieux que ceux qui sont restés sur Terre. Si on va à une vitesse... Le jumeau de Langevin, c'est par rapport à la vitesse de la lumière. En effet, on change de temps. Maintenant, si vous allez à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, il faut pour cela avoir une capacité d'information qui le permette, et vous changez de temps. Donc vous pouvez avoir bénéficié en 1 seconde de 30 ans, ça dépendra de votre vitesse. Tout ça, c'est totalement scientifique. Le problème est que il y a une loi logique. Vous ne pouvez jamais revenir avant d'être parti. Parce que dans votre temps, vous pouvez changer de temps et bénéficier d'un siècle là où il y a juste quelques jours dans votre monde. Donc vous pouvez essayer de modifier le potentiel pendant un siècle pour essayer de faire en sorte que dans la seconde catastrophique que vous allez vivre sur Terre, cette seconde n'existe pas. Voilà le principe.
Mais partir pour modifier, en effet, un espace et revenir avant que cet espace, avant d'être parti de cet espace, ça, c'est dans le film, c'est comme ça que ça marche, ce n'est pas possible. Est-ce que certains disent que le passé, le présent, le futur se jouent en même temps? Oui. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire, c'est pas le passé qu'on entend, c'est pas le passé Jules Louis César. XIV, les Romains, les... C'est pas le futur qui ira en l'an 3000. Ouais. Non, chaque instant fabrique un potentiel. D'accord, c'est ça. Donc c'est ça le futur. Mais ça veut dire que moi, pour ce potentiel, qui donc une réalité où se fabrique un potentiel, moi je suis son passé. Puisque je donne une information à cette réalité avant qu'elle puisse agir. Donc cette information vient pour cette réalité du passé, mais moi je suis dans un temps présent qui a son propre passé. Et je reçois une information donc d'un temps qu'on ne perçoit pas à la même vitesse. C'est en fait le paradoxe. Regardez, j'ai pu calculer par la théorie du dédoublement la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, qui n'est pas une vitesse, puisque c'est indépendant de la vitesse de la source et indépendant de la vitesse de l'observateur. Et moi, partant d'un mouvement de dédoublement qui est parfaitement justifié dans le système solaire, comme dans notre ADN, je vous l'ai dit, comme dans la galaxie, je vais calculer quelle est la vitesse de perception du temps présent. Et cette vitesse, quand vous la calculez, devient la vitesse de la lumière. Puisque tout le monde doit percevoir les mêmes choses en même temps pour faire partir de la même réalité. Si vous percevez quelque chose 5 minutes avant moi, et puis quelqu'un d'autre un quart d'heure avant, c'est le foutoir complet. Ouais. Donc on perçoit toutes les informations en même temps. C'est donc une vitesse d'information d'une réalité comme la nôtre qui est caractérisée par cette vitesse. Alors, j'avais quelqu'un qui essayait de plagier tout en me démolissant, disant, il a calculé la vitesse de la lumière avec le diamètre de la Terre. Alors, si la Terre change de diamètre, la vitesse de la lumière change. Vous voyez qu'il y a des scientifiques un peu bas d'étage, parce que si la vitesse est constante, et c'est une constante absolue d'information, si le diamètre de la Terre change, eh bien, il faut que l'orbite change, que le diamètre du Soleil change, parce qu'en fait, c'est dans le système planétaire total qu'il faut garder cette constante. Alors, cette constante est sensationnelle. Dans les équations, c'est une vitesse. Elle a l'odeur, elle a le goût d'une vitesse. Mais ce n'est pas une vitesse, puisque si j'essaye de rattraper la lumière à la vitesse de la lumière, elle va toujours à la vitesse de la lumière. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que c'est ? Vous voyez bien que c'est une vitesse de perception du temps. Et c'est là où le dédoublement apporte quelque chose de scientifiquement astronomique, j'allais dire. C'est que définir la vitesse de la lumière sont loin des paradoxes que ça entraîne, parce que ça supprime les paradoxes, de savoir que c'est une vitesse de perception du temps présent. Donc, à la fois, dans les équations, vous pouvez avoir la dimension de la vitesse, ça rentre en jeu, parce qu'il y a quelque chose qui est caché dans le temps, c'est les temps imperceptibles. Notre sensation du temps est une sensation de temps discret, d'une succession de temps stroboscopiques, on peut appeler ça comme on veut. Donc, en fait, nous, on comprend bien que nous ne percevons quelque chose de continu, mais ce n'est pas continu. Et regardez la mécanique de l'infiniment petit, qui est justement dans un autre temps, vous avez des quantités d'énergie qu'on appelle des quantas. C'est pour ça qu'on a dit la mécanique quantique, et c'est pas du tout le quantique dans les églises, hein, bien sûr, ça me disait l'autre. Est-ce que notre double est relié à quelque chose ? À nous. Oui, mais au-delà de nous. Mais bien sûr. Vous ne pouvez pas agir dans une réalité sans être lié à deux réalités. Le passé et le futur. Alors, il se trouve que dans notre situation, là, terrestre, nous avons un double et nous sommes seuls avec lui. Il nous manque un temps. C'est un choix que nous avons fait, qui est un choix qui fait que nous dégringolons dans la mortalité. Nous n'avons pas la source d'immortalité par notre vie sur Terre. Par contre, si je suis dans les trois temps, si je peux dire, comme disait Platon, l'éternel est celui qui était, qui est et qui sera, mais à vrai dire, il est tout le temps, à ce moment-là, je suis dans une période d'éternité. Nous, alors là, ça nécessiterait aussi le pourquoi du comment. Pourquoi nous sommes mortels, alors que ce dédoublement est fait pour être immortel, évidemment. Si j'ai le futur avant de le vivre,
qu'est-ce que j'ai besoin de me tracasser? J'aurai toujours l'éternité devant moi. Seulement, il faut que je sois à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et ça, ce n'est pas notre cas. Alors, pourquoi ce n'est pas notre cas? C'était connu de toutes les traditions anciennes, parce que nous avons justement utilisé le dédoublement dans une démarche qui n'est pas une démarche créatrice, mais une démarche très dangereuse. Et le danger, c'est la mortalité. Et sur Terre, vous ne pouvez pas avoir autre chose que la mortalité. On ne peut pas y échapper. C'est pour ça que les anciens disaient aussi, la naissance est une mort, et la mort est une naissance. Pour retrouver Alors là, vous voyez que comme on rentre dans des choses qui touchent à des choses, disons, de spirituelles... Oui, philosophiques, etc. Alors là, les scientifiques mettent une barre. Ouais. Mais on n'a pas le droit de parler ça. Attendez, moi, si j'ai une logique, la logique reste la logique. Moi, tant que je n'ai pas de logique, je ne peux pas admettre des paradoxes. Bien sûr. Il faut qu'on me prouve qu'ils sont logiques. Dernière petite chose à vous montrer. On dit des physiciens disent que le temps n'existe pas. Mathieu Allouche est allé dans la rue et vous a posé cette question. Et quel est votre ressenti par rapport à cette question? Je pense que oui. Je dirais oui. Oui, le temps doit exister. Oui. Bah non, ça existe. Pourquoi le temps n'existe pas? Il existe. Et le temps n'est peut-être pas définissable comme on le dit, mais non, il y a du temps. Le temps n'existe pas. Ah oui, je pense qu'ils ont un peu tort pour dire le temps n'existe pas. Pourquoi à chaque fois tout le monde dit bon, quand j'aurai le temps? Le temps existe. Parce que pourquoi un physicien va dire bon, on verra ça demain? Ça fait partie du temps. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un passé, un présent, un futur, mais je pense que le temps existe sous différentes formes, sous différentes dimensions, et que le présent peut être amené à être le futur, que le futur peut être amené au passé. Plein de petites choses comme ça qui s'entremêlent. C'est pas encore vérifié, c'est pas encore prouvé, mais il y a de plus en plus de personnes qui étudient la chose. Il y a quand même des réponses qui ne sont pas totalement idiotes. Hein, donc, non, mais... Le fait est que si on peut avoir la synthèse d'un futur pour vivre le temps présent, ça veut dire que notre passé, en fait, fait la synthèse de ce futur et nous informe, dans notre temps présent, de ce qui est bon de faire ou pas. Donc, cet aller-retour futur-passé fait qu'en fait, le temps présent n'existe pas. Puisque dès que je pense, je fabrique un potentiel, ce potentiel, je le mémorise, un autre que moi, qui est mon double, le mémorise, et me dit d'y aller ou de ne pas y aller. Donc c'est instantané pour lui. Dans le futur, ça prend du temps. Et dans mon temps à moi, en gros, c'est 0,5 secondes. Regardez, scientifiquement, un scientifique français qui s'est installé au Texas, qui est mort il y a 2 ans, Benjamin Libet, avait montré cela, que nous avions un temps d'information du cerveau avant d'avoir un temps de conscience. En moyenne de 0,5 secondes avant. Ça veut dire que tout ce que je fais, mon cerveau le sait. Avant moi. À qui lui donne l'information? Voilà le problème. Si c'est moi ou un autre moi qui lui donne l'information, je suis un bon chemin. Mais si c'est n'importe qui donne cette information, que je reçois 0,5 secondes avant, qui me fait aller n'importe où, alors j'ai pas besoin de double et je me casse la figure. Pour ne pas me casser la figure, il faut absolument connaître l'existence de ce double. Et ce double, évidemment, comme il y a des choses qui touchent au spirituel, alors on veut toujours mêler des choses, les religions, qui sont des religions basées sur des dogmes, donc où la logique n'est pas là. Il faut la trouver, la logique. Tant que vous trouvez la logique, ça va. Avec la théorie du dédoublement, vous restez dans la logique. Ce qui fait que si quelqu'un trouve quelque chose d'illogique, il faut le supprimer. Il faut supprimer non pas la personne, l'idée, évidemment. Regardez, les Grecs savaient cela. Alors quand je sais que Pythagore connaissait la loi du dédoublement du temps, et que Platon en parle... Mais comment ont-ils pu le savoir? Justement, comment ont-ils pu le savoir? Parce que c'était un reliquat de connaissances qu'ils avaient. Et un reliquat drôlement fort, puisque l'alphabet grec, je vous l'ai dit, est totalement scientifique. Alors je cherche d'ailleurs quelqu'un qui serait capable, par ordinateur, de me faire ce mouvement. J'ai commencé moi-même à faire ça, mais je ne suis pas informaticien, à démontrer qu'en 3D, on fait toutes les lettres curvilignes grecques. Or, regardez, on nous dit que l'ancien grec n'était pas curviligne, c'était que les majuscules, parce qu'ils avaient le burin et le marteau. Mais ça prouve bien qu'avant le burin et le marteau, il y avait des êtres qui étaient là et qui étaient capables d'expliquer des tas de choses aux hommes que nous étions.
Qu'est-ce que c'est? Tout ça, on rentre dans du mystère. Faut pas rentrer dans du mystère. Faut toujours rester dans la logique très simple. Et cette logique simple est à la portée de n'importe qui. Alors évidemment, comme elle met à terre pas mal de choses scientifiques actuelles, on s'en méfie. On s'en méfie parce que, attention, une idée neuve, comme disait Schopenhauer, d'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle a une violente opposition. Et après, c'est une évidence. Là, j'en suis à la fin de l'opposition et début de l'évidence. Et d'ailleurs, l'évidence fait qu'il y en a même qui commencent à prendre cette idée pour eux-mêmes. Je vous parlais tout à l'heure de plagiat. Il y en a un paquet. Mais c'est toujours des idées fausses qui mêlent avec des idées vraies et ça la rend l'ensemble illogique. Il faut rester dans la logique. Celui qui s'intéresse au dédoublement du temps voit une logique scientifique qui le satisfait. Vous arrivez à publier aujourd'hui ou pas? Oui, quand même, parce qu'il y a encore des il y a des réticences. Puis quand c'est publié, il y en a qui disent oui, mais les référés, on fait ça comme ça. Enfin, les référés, il y a des gens dans la physique des particules qui sont parfaitement compétents. Par contre, quand on veut démolir quelque chose, on commence par ne pas lire. Il suffit de m'interroger. Faut que je donne les informations. Tout scientifique le fait. C'est pour ça que j'ai quand même des scientifiques qui m'aident et qui essayent de promouvoir. Mais le danger, c'est justement de promouvoir des choses fausses parce que ça rentre dans l'illogisme actuel. On ne veut pas donner à tous la capacité de comprendre comment marche l'anticipation. Car n'importe qui aujourd'hui peut anticiper sa vie en connaissant la loi de l'anticipation. Est-ce que vous pensez que ça peut-être aussi être pas abordé, un peu caché, etc. Parce que ça risque de changer aussi une façon de vivre, un paradigme. Totalement. Ah, ça change totalement. Et c'est justement parce que j'ai fait des formations où je montre qu'on peut changer la vie qu'il y a des scientifiques qui disent « mélange tout ». Alors que je mélange rien du tout. J'utilise simplement une chose scientifique très simple, comme vous prenez un œuf, vous le cassez, vous faites une omelette, tout le monde comprend comment ça marche. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. À partir du moment où vous avez l'explication, qu'on vous la donne, et que vous la comprenez, et qu'il n'y a pas de... Il faut essayer de la comprendre. Alors pour essayer de la comprendre, il faut d'abord s'y intéresser. Et pour s'y intéresser, il ne faut pas commencer par refuser, sous prétexte que, justement, l'application dérange. Et comme l'application dérange, on dit « Ah ben non, c'est même pas la peine d'aller voir peut-être ce qu'il y a derrière. » Bon, ben ça prendra son temps, mais ça... Je croyais, moi, vous voyez, que dans les années 95, 98, ça serait fait. J'avais annoncé à un immortel, Denis, pour pas le nommer, qu'il y avait un trou noir dans la galaxie en 93. Et il m'avait dit « Mais qu'est-ce que vous allez chercher ?» Bon, maintenant, le trou noir... Tout le monde en parle, on en fait des films. Bon, il y a des choses, vous voyez, qui ont été publiées. Il suffit de les regarder pour voir que rien n'est en contradiction avec les découvertes actuelles. Puisque vous me parlez de trou noir, est-ce vrai que si c'est tous les gens de la NASA, tous les gens qui travaillent sur l'espace, espèrent justement peut-être passer au travers d'un trou noir ou d'un trou de verre, je crois que dans Interstellar c'est un trou de verre, pour aller dans une autre dimension, dans un autre univers. C'est possible ça ou pas pour vous? La théorie du doublement montre qu'en fait vous observez l'univers dans un plan privilégié d'observation qui est en rotation lui-même suivant le mouvement de dédoublement. Ce qui fait que, en fait, c'est un espace que notre topologie est assez compliquée, puisque c'est à la fois le ruban de Mobius qui se retourne sur lui-même, mais aussi tout ça se tourne sur lui-même. Et la lumière qui passe, qui vous donne l'information, qui suit ce plan d'observation, vous pouvez imaginer qu'il y a deux plans parallèles, et que, au lieu de faire le tour des deux plans, on va faire un trou qui va pénétrer, qui va raccourcir la distance entre les deux plans. On appelle ça un trou de verre. Mais il y a aussi le trou noir qui permet, alors ça c'est avec Stephen Hawking c'est parfaitement admis, et regardez avec Stephen Hawking aussi, on admet qu'il puisse parler de Dieu. C'est le seul, hein. Mais c'est Stephen Hawking. Parce qu'il est malade, parce que on le respecte, parce qu'il a une publication sur les trous noirs. Maintenant, on est obligé d'admettre les trous noirs. Qu'est-ce que c'est un trou noir? Vous vous rendez compte qu'à l'intérieur du trou noir, il y a un temps qui n'existe pas à la sortie du trou noir.
Imaginez que vous tombiez dans un trou noir, vous disparaissez instantanément, vous êtes désintégré instantanément. Mais dans le trou noir, vous mettez des milliers d'années à rentrer. C'est un truc de dingue, quand même. Ben oui, mais vous voyez bien qu'il y a 2 temps. Attendez, c'est parfaitement admis, ça. Oui, bien sûr, mais ça. Regardez au niveau particules, ce qu'il faut admettre aussi, c'est que vous avez une particule qui tourne autour du trou noir. Elle va se dédoubler. La particule double tombe dans le trou noir, disparaît instantanément. On appelle l'autre une particule célibataire qui tourne autour à la recherche d'un autre célibataire pour pouvoir refaire l'union et partir. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que la particule qui est passée dans le trou noir a un temps d'évolution qui n'existe pas à l'extérieur du trou noir. Par contre, il existe à l'intérieur. Elle modifie son information par des tas d'expériences. Elle ressort du trou noir, mais dans un temps tel qu'elle apparaît comme une particule célibataire, refaisant son union avec la particule célibataire qu'elle est restée, changeant la mémoire de la particule qui est restée à l'extérieur. Ça veut dire que cette particule qui a fait peut-être 1 millénaire dans le trou noir donne à la particule qui est restée à l'extérieur quelques jours toute la mémoire de ce millénaire. C'est énorme. Ça s'appelle l'intrication. Mais il faut aller plus loin, il faut comprendre pourquoi et comment ça marche, ça. Et évidemment que c'est pas pour les particules que ça marche. Ça marche pour nous. Ça marche pour nous aussi. Ouais. Est-ce que vous avez répondu à cette question, Jean-Pierre Garnier-Mallet qu'est-ce que l'univers? Ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Parce que là, on touche justement au premier dédoublement. Qui a bien pu faire ça? Alors là, on rentre dans des choses qu'on peut juger être d'un autre domaine que scientifique. Mais on peut se demander la chose suivante, tout simplement. Imaginons quelqu'un qui est une intelligence. Quelle est sa première question? Vous me la posez à moi? Une intelligence qui regarde l'univers, c'est ça? Non, une intelligence qui se trouve là. Parce que moi j'ai du mal à comprendre une intelligence qui se trouve là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai du mal à... où je suis déjà. Voilà, elle se dit où je suis, non? Ça veut dire que déjà, il y a une histoire, c'est que si je prends conscience de ça, je prends conscience du temps. D'accord. J'ai une question, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que je fais là? Dans quelle étagère? Donc, et c'est là où... On est le fruit d'une intelligence, pour vous, de toute façon. S'il n'y a pas d'intelligence à tout ça, alors je ne devrais pas être intelligent moi-même. Parce que je suis en fait que dédoublé par un système... Regardez, je suis à me poser la question, qu'est-ce que je fais là? Imaginez. Si je me dédouble, en supprimant le temps entre ma question et ma réponse, je mets quelqu'un comme moi dans le temps que je supprime. Ça veut dire que j'ai déjà pensé à une loi qui permettrait de dédoubler le temps. Donc le dédoublement du temps. Je mets une créature dans un temps que moi je n'ai pas le temps d'apprécier, eh ben elle va chercher, qu'est-ce que je fais là? Mais dans son temps à elle a le temps de se poser des tas et des tas de questions. La même loi, elle se dédouble pour qu'un double réponde à ces questions. Et finalement, moi, qui suis créateur de tout ça, si j'ai des temps imperceptibles communs aux 3 réalités, j'ai des réponses à des questions que je n'ai pas eu le temps de me poser. C'est pas beau, ça? Oui, ça c'est beau. Donc ça veut dire que le simple fait d'être capable d'inventer le dédoublement du temps, ce qui nécessite quand même une intelligence, comment elle est, pourquoi elle est, c'est peut-être justement son problème. Comment elle est, pourquoi elle est. Et en se dédoublant, elle peut avoir des réponses à des questions qu'elle n'a même pas eu le temps de se poser. Vous imaginez ça? J'imagine bien. C'est l'évolution permanente. Alors, le dédoublement du temps, la théorie nous montre que nous avons un cycle avec un début et une fin. Ça veut dire que ce cycle est de 25 920 ans. C'est le cycle de précession des équinoxes. C'est démontré tout ça. Ça veut dire que de façon cyclique, on change toute la mémoire en fonction des dangers qu'on a pu prévoir. C'est l'histoire du trou noir, les particules qui se dédoublent, c'est la même chose. Alors, puisqu'on parle du temps, on voulait vous permettre d'avoir peut-être envie de regarder d'autres films sur le temps. Alors, je ne suis pas forcément un adepte de Jean-Claude Van Damme, Jean-Pierre Garnier-Mallet, artiste belge qui a réussi à Hollywood. Figurez-vous que quelqu'un, pour se moquer de moi, avait pris un discours que je faisais en mettant Jean-Claude Van Damme derrière sur votre voix, quoi. Truquant et j'ai trouvé ça
Très, très bien. Très intelligent. Et je ne suis pas du tout opposé à ça. Ouais. Je pense que Van Damme était au courant parce que à une réunion, à une truc des Césars où j'étais invité, et il était, à l'entracte, on parlait chacun avec des personnes, nos regards se sont croisés, et je pense que... Il savait que vous saviez, et voilà. ça. Donc, Et je ne sais pas s'il est encore sur YouTube, mais j'avais trouvé ça bien. C'était très pertinent. Et en fait, le but de celui qui avait fait ce montage était de vous casser. De me casser. Et finalement, il vous a peut-être un peu rendu service. En tout cas, Van Damme, je le disais, a fait un film que je trouve excellent, qui s'appelle Time Cop. Bande-annonce. Voilà, le flic du temps, en fait. Donc voilà, Time Cop avec Jean-Claude Van Damme. Un film que je vous invite vraiment à regarder. Alors, c'est un vieux film des années 80, mais c'est très très bien parce que je trouve que voilà, le scénario est plutôt bien ficelé. Et là encore, le temps est au cœur de tout. On envoie un flic dans le passé pour finalement éviter ce qui va se passer dans le futur. C'est un peu ce que vous dites là, quoi. C'est ça. C'est ça. Le problème du dédoublement du temps, c'est que comme vous allez mettre 3 réalités pour faire passer présent-futur, en fait, vous allez changer les réalités de façon qu'elles ne soient pas observables. Quand vous passez du passé au présent, c'est pas observable. Du présent au futur, ce n'est pas observable. Donc celui qui est dans le temps présent ne connaît pas le passé, ne connaît pas le futur, dans le sens où on l'a défini tout à l'heure. Ça veut dire qu'il est libre, il se sent libre. Et c'est les échanges d'informations futures et passées qui lui permettent de vivre dans le temps présent sans savoir qu'il est en train d'actualiser un potentiel qu'il a été chercher, parce qu'il l'a mémorisé. La pensée fabrique un futur qui n'est que potentiel. Je le mémorise et le moment voulu, ayant la mémoire de ce potentiel, je peux vivre de ce potentiel. Mais comment en avoir conscience, en fait, Jean-Pierre ? J'ai envie, une simple envie, une prémonition, une envie, une intuition. Et ça veut dire que moi, demain, j'ai envie de quelque chose, je peux l'obtenir. Oui, ça c'est enseigné à l'heure actuelle sous la forme de la loi d'attraction. Voilà. Mais la loi d'attraction, c'est bien beau, mais si vous ne savez pas qui vous informe, vous êtes simplement une marionnette. Même, il y en a qui parlent d'une énergie d'information qui serait dans l'univers. Les annales akashiques, on appelle ça, c'est-à-dire que toutes ces mémoires, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est fait pour vous, ces informations ? Le problème est que je dois trouver les informations qui permettent ma meilleure évolution dans la réalité où je suis. Voilà, c'est tout. Et alors, il faut savoir une chose, c'est que si je fabrique un potentiel par une seule pensée, alors évidemment, scientifiquement, on vous dit, mais alors, qu'est-ce que c'est la pensée est énergie ? Enfin, si c'était énergie, ça se saurait. Vous voyez, des choses comme ça. Si vous récupérez instantanément le potentiel que vous avez donné, vous le récupérez pour vivre, en fait, l'échange d'énergie est instantané et vous n'en voyez rien. Et vous rejoignez, là encore, le principe d'incertitude d'Heisenberg pour les particules, qui fait qu'une particule dispose d'un temps infini avec une énergie faible ou d'un temps faible avec une énergie infinie. Est-ce que la conquête spatiale, telle qu'on la vit aujourd'hui, elle a des chances de nous emmener un petit peu plus loin, ou peut-être qu'il va falloir qu'elle passe par cette compréhension du temps? On voit que les scientifiques, les physiciens, moi je regarde beaucoup des missions scientifiques, essayent de courber l'espace, de façon de passer à travers finalement, pour que les distances soient moins longues. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir aller très très loin. Il y a déjà une chose, c'est que la science qui utilise l'univers, c'est une science militaire. Bon, déjà, il y a le secret militaire qui intervient. Vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui se fait. Ce qu'il en est, oui. Et les informations sont diffusées au compte-gouttes. Là, en ce moment, il y a d'ailleurs une navette là, qui est en train de se casser la figure. C'est russe, je crois. Pourquoi on cherche, qu'est-ce qu'on cherche, etc. Ça, vous ne le savez que au compte-gouttes. Vous pensez qu'il y a deux conquêtes spatiales, une pour le grand public, une militaire? Oh, bien sûr, oui. Évident. Évident. Vous prenez les captures d'écran que vous faites à partir des photos envoyées par les satellites, vous voyez des choses qui sont sur ces écrans, et puis 8 jours après, publiées par la NASA, il n'y a plus rien. Ça s'appelle des captures d'écran. Tout le monde s'est amusé à faire ça. Maintenant, c'est un jeu d'enfant. Mais ça sert à quoi? Tout le monde sait bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Hein. C'est tout. Ah oui? Mais de peur de changer la société, c'est ça? Bien sûr. Ou de manipuler les gens? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que
Il y a des choses nouvelles que la science trouve qui sont dangereuses, que si vous mettez aux mains du public directement, on ne sait pas où on va aller. C'est ça. Vous prenez des vieilles choses comme Hiroshima, Nagasaki, personne n'était au courant de la bombe atomique. Et ça est tombé là, tout d'un coup comme une révolution. Bah, c'est exactement pareil. Par exemple, les avions furtifs. Regardez une chose, toute simple. On a interdit le survol par les avions supersoniques. Parce que ça faisait du bruit. Où ça? Les avions supersoniques qui passent au-dessus, ça vous fait une onde de choc, vous attendez un bang. C'est interdit. Donc aucun avion ne vole à la vitesse supersonique. Vous croyez ça? Non. Bah, oui. Bah, pourtant, vous n'entendez jamais. Vous voyez bien qu'il y a une technologie là derrière que vous ignorez, qui est parfaitement connue des militaires. Bon, ben, il y a tout plein de technologies comme ça. Moi, je crois qu'il est bon que les militaires conservent certains secrets. Secret, oui, bien sûr. En même temps, ça paraît non, logique. Le problème est qu'il y a le danger du secret, toujours. Juste, il nous reste quelques minutes à peine. On aborde ici sur BTLV, que ce soit en radio ou en télé, le phénomène OVNI. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que c'est un phénomène qui vous intéresse? Est-ce qu'il correspond au temps? Jung disait que c'est peut-être même une projection du soi, etc. C'est compliqué, hein, ce phénomène, parce que des chercheurs, des pilotes de chasse ont été confrontés à des phénomènes. Pour vous, c'est quoi? Vous l'avez imaginé, appréhendé ce phénomène OVNI? Le problème, je vous citerai justement une expérience militaire qui s'est passée il y a une quinzaine d'années à peu près, dans le massif du Luberon, où les apparitions d'OVNI donc, sont assez fréquentes. Voulant savoir ce que c'était, ils ont pris des gens qui, tous, avaient une expérience OVNI. C'est-à-dire, tous avaient vu un phénomène non expliqué. Il y avait des radars, il y avait des caméras et tout ça, et on s'est aperçu d'une chose, je ne sais plus si c'était une douzaine ou une quinzaine d'observateurs, qu'il y avait des OVNI qui étaient enregistrés, et les 15 personnes, parmi les 15 personnes, il n'y en avait qu'une partie qui voyait l'OVNI. D'accord. C'est-à-dire que la perception de l'OVNI était occultée pour certaines personnes. Alors l'explication paraît vraiment curieuse. Maintenant, imaginez que vous aviez une perception du temps différente. Alors ça, perception du temps différente, ben on sait maintenant que dans les accidents graves de voiture ou de choses comme ça, on sait les gens changent de temps. Ils ont le temps de faire des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire autrement. Vous avez un exemple fameux de quelqu'un qui est sur la route, il croise une voiture et il y a un camion qui double la voiture au moment où il arrive. Et il passe sous le camion. Enfin, la voiture passe sous le camion. Il y a une seconde, même pas de temps de réaction. Alors il se retrouve sur le côté de la route, intact. Il est sorti de la voiture avant le choc. Il a eu le temps de détacher sa ceinture, d'ouvrir la porte, de sortir de la voiture, d'aller se mettre sur le bas-côté en une seconde. Voilà un fait réel. Comment vous l'expliquez? Alors, vous interrogez la personne, et les personnes dans les accidents de voiture de ce type ont le souvenir d'un temps très long. Ouais, ils ont le souvenir d'avoir fait des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire. C'est la perception du temps. C'est la perception du temps qui change. Alors, si vous prenez un phénomène d'un objet volant non identifié, parce qu'il est dans il est dans un temps différent. Ben, s'il est dans un temps différent, est-ce que vous le percevez? Pas forcément. Non. C'est là où on rentre, vous comprenez, dans des choses non expliquées, qui fait que si vous mélangez des choses scientifiques avec des choses d'OVNI ou autres, ben vous êtes catalogué comme... Ufologue. 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 Et les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Maintenant, croyez bien que les militaires s'en servent. Ils ont intérêt à faire en sorte que les civils ne sachent pas. Moi, j'ai travaillé pour les militaires, je peux le dire, on ne dit pas tout aux civils. Bien sûr que non. Et puis vous êtes tenu au secret militaire. Alors, secret militaire en France, c'est 10 ans. Aux États-Unis, c'est 30 ans. Mais, mais il y a des raisons pour lesquelles on cache certaines choses. Est-ce qu'il faudrait tout dévoiler? Telle est la question. Jean-Pierre Garnier-Mallet, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. C'était un vrai bonheur de parler de ce...